Bonsoir mesdames et messieurs, il est 22 h, bienvenue dans cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les principaux faits. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, prend part au sommet international sur le climat qui se tient actuellement à Paris, en France. Et contrat nucléaire et discussions sur Jérusalem entre Al-Sisi et Poutine. Merci à vous de nous rejoindre. Nous vous parlions il y a quelques instants de l'ouverture ce mardi du sommet sur le climat à Paris. Et c'est au nouveau président élu français, Emmanuel Macron, qui est revenu l'honneur de procéder à l'ouverture de ce sommet. Les dirigeants de la planète veulent ainsi célébrer donc le 2e anniversaire de l'accord de Paris, conclu en 2015 sur la réduction des émissions à effet de serre. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, participe donc à ces sommets. Il est accompagné d'une importante délégation djiboutienne. Cet accord est malheureusement contesté par les climato-sceptiques, avec à leur tête le président des États-Unis, Donald Trump, qui est arrivé au pouvoir en janvier 2017. Donald Trump ne veut plus reconnaître des engagements pris par son prédécesseur Barack Obama. Il prône la réouverture des mines de charbon, l'exploitation des gisements de l'Arctique, la pose d'un nouvel oléoduc entre le Canada et le Nebraska. En dépit des cyclones qui ont frappé les États-Unis et les Caraïbes, les énormes incendies qui touchent pour la seconde fois en quelques mois la Californie, les fortes pluies de mousson qui ont touché plusieurs pays asiatiques, Donald Trump reste impassible. Pour lui, l'important c'est de faire du business. De nombreux scientifiques ont lancé donc l'alarme et ont adressé une lettre ouverte aux dirigeants du monde, leur faisant savoir que la planète est dans danger. Pour nous en dire plus, Ali Abdullahi, bonsoir. Bonsoir. Alors, que contient cette lettre donc, qui a été adressée aux dirigeants du monde par les scientifiques, Ali? Eh bien, le 13 novembre dernier, dans la revue Biosciences, 15 000 scientifiques du monde entier ont lancé un cri d'alarme sur la dégradation sans précédent de l'environnement. Cet appel se fonde sur l'analyse de 9 indicateurs mondiaux dont l'évolution est suivie donc depuis 50 ans, soit de 1960 jusqu'à 2016. Ils évoquent la nécessité de protéger la stratosphère de l'ozone, indiquent que les ressources d'eau douce pour chaque habitant de la planète ont été divisées de moitié donc, par rapport aux années 1960. Concernant la pêche, que les limites d'une pêche soutenable sont dépassées depuis 1992. Ils parlent également des zones mortes maritimes. Cela veut dire quoi au juste? Que les zones mortes maritimes déficitaires en oxygène voient la vie sous-marine donc asphyxiée, poissons et autres donc les coraux dans des zones de plus en plus importantes en taille et en nombre. Elles sont principalement dues au lessivage des engrais agricoles. Quand 25 ans de déforestation a pris d'énormes proportions, une superficie de forêt de la taille de l'Afrique du Sud a été perdue entre 1990 et 2015. Les espèces vertébrées, on le sait, sont en diminution de 58% entre 70 et 2012. L'émission de CO2 après une courte stabilisation depuis 2014 a connu une nouvelle hausse. Qu'on connu donc une hausse de température ces dernières 10 années. Elles ont été plus chaudes depuis 136 ans. Enfin, la population humaine pourrait croître et atteindre les 11 milliards d'âmes d'ici en 2100. Il est à noter, Ali, également que cette nouvelle rencontre entre les dirigeants du monde se tient 2 ans après la signature de l'accord de Paris, qui a abouti à un consensus pour parvenir à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Il s'agit là également d'un sommet essentiellement dédié cette fois-ci à la mobilisation des financements dont requiert la mise en route des programmes censés atténuer les effets négatifs générés par les changements climatiques. Enfin, Ali, à l'issue de ce sommet, un fonds de solidarité sera créé pour aider les pays les plus touchés par le réchauffement climatique. Effectivement, Ahmad, avec le chef de l'État Donald Trump qui s'oppose à tous ces mesures qui ont été prises par les pays africains et européens. Donald Trump est tiré du doigt lors de ce sommet à Paris. Merci Ali pour toutes ces explications. Également dans l'actualité, sous la présidence de Mohamed Ali Ahmed, président de l'Assemblée nationale, la 3e séance de la 2e session ordinaire de l'année 2017 de l'Assemblée
nationale s'est tenue aujourd'hui dans les arcanes de l'hémicycle. Cette séance qui a vu la participation du Premier ministre Abdelkader Kamil, des membres du gouvernement, des parlementaires, avait pour ordre du jour l'examen de 3 projets de loi, à savoir un projet de loi portant création d'un centre d'accueil et d'hébergement pour personnes âgées, un projet de loi portant transformation de la société djiboutienne de chemin de fer en société anonyme et enfin un projet de loi portant réorganisation du ministère de la Communication chargé des postes et des télécommunications. Premier projet de loi à l'ordre du jour. Projet de loi numéro 212/2017 portant réorganisation du ministère de la Communication chargé des postes et des télécommunications. Deuxième point à l'ordre du jour. Projet de loi numéro 211 portant transformation de la société djiboutienne des chemins de fer en société anonyme. Troisième et dernier point à l'ordre du jour. Projet de loi numéro 210/2017 portant création d'un centre d'accueil et d'hébergement pour les personnes âgées. Et un débat s'en est suivi sous forme de questions-réponses entre les parlementaires et les membres du gouvernement concernant les principaux points inscrits à l'ordre du jour de cette séance. Les réformes préconisées semblent être de bon augure compte tenu du déclin de la télécommunication à Djibouti par rapport à nos voisins. On était les premiers, nous sommes à la traîne maintenant. Nous avons l'opportunité de discuter aujourd'hui la création d'un centre d'hébergement et d'accueil pour les personnes âgées dépendantes. Il faut d'abord féliciter quand les choses vont bien et je crois que la création de ces centres sera un élément de plus pour accueillir et veiller à ce que les personnes dépendantes, les conditions ont été fixées par le projet de loi, peut-être que la mise en place serait remise à une commission qui va veiller à sélectionner les dossiers. Ma préoccupation porte sur éventuellement le chiffre, le nombre de personnes qui se trouvent dans cette catégorie. Est-ce qu'il y a eu une estimation qui a été faite? Et ensuite, quel budget va être consacré donc à ces centres? Et sera-t-il totalement pris en charge par le budget de l'État ou par d'autres organismes? C'est vrai que autrefois, notre pays était un des premiers pays de la région selon le classement mondial de l'Union internationale de télécommunications. Mais en ces derniers temps, nous constatons, c'est vrai, qu'il y a eu un déclassement, mais ceci était dû seulement pas aux équipements, ni par manque d'ingénieurs, mais c'était plutôt par manque de statistiques. Pour résoudre et trouver une solution à cette problématique, nous avons mis en commun il y a 2 mois de cela les services de la DIZ, le haut commissaire au plan, le ministère de la communication et l'opérateur national qui est Djibouti Telecom, afin de faire une enquête destinée uniquement sur les technologies de l'information et de la communication, et plus particulièrement les questions qu'attendent de nous les instances internationales de télécommunications pour mieux répondre à ces formulaires. Il fallait mener des enquêtes au profit des Djibouti Telecom, et ceci est en cours. Nous avons dépêché
à l'Union internationale des télécommunications des statisticiens djiboutiens qui se sont rendus à Genève il y a un mois. Ce qui n'a pas marché en Côte d'Ivoire n'est pas obligé de ne pas marcher à Djibouti aussi. On est deux pays différents avec des spécifications pour chacun de notre côté. Et vous avez bien précisé, la tradition et la religion à Djibouti est quand même quelque chose de très important. Le pays ne veut pas se substituer au rôle de la famille. Le gouvernement ne veut pas se substituer au rôle de la famille. La famille a l'obligation de jouer son rôle face à ses aînés. Et comme l'a souligné le député Foulier, des textes de protection sont en cours de préparation et qui passeront à l'Assemblée la semaine prochaine. C'est pour protéger ces personnes âgées. Mais quand on met au centre de la discussion familiale l'aîné, quand les parents ou bien les enfants existent pour ces personnes âgées, il n'y a pas de problème. Mais quand ils n'ont ni des enfants, ni des parents, ni d'autres attaches familiales, on doit les laisser acquis. Et je pense que chacun ici, dans cette audience, soutient plus ou moins, de près ou de loin, une personne âgée, même s'il n'est pas de sa famille. Donc c'est dans cette optique que ce centre va être mis en place. C'est un centre qui sera financé sur le budget de l'État principalement, avec des fonds propres, mais on a précisé dans le document que tout autre appui venant de partenaires ou venant de dons et legs de personnes particulières sont les bienvenus. Aux Nouvelles Nationales, toujours, une conférence élargie sur l'éducation des enfants et jeunes réfugiés s'est ouverte ce matin au Djibouti Palace Kempinski. Cette rencontre vise à permettre aux jeunes et enfants réfugiés de bénéficier d'une éducation de qualité en leur ouvrant tout le cycle d'apprentissage, qu'il s'agisse de l'éducation préscolaire, primaire, secondaire ou même supérieure. Et c'est sous les auspices du ministère de l'Éducation nationale et l'appui de l'IGAD que s'est ouverte cette conférence. Le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mohamed, qui a procédé à l'ouverture de cette conférence, était entouré de 7 autres membres du gouvernement et du secrétaire exécutif de l'IGAD, de l'envoyé spécial du HCR pour la situation des réfugiés en Somalie, du coordinateur résident des Nations Unies à Djibouti, du chef de la délégation de l'Union européenne à Djibouti et l'ambassadeur des États-Unis à Djibouti. En matière d'éducation aux enfants des réfugiés et de manière holistique et intégrale. Nous comptons sur le soutien et l'engagement des États membres pour poursuivre et amplifier les résultats très positifs que nous avons engagés dans plusieurs domaines sociaux. On est convaincu que cette conférence marquera un tournant décisif en parvenant à initier la formulation d'une stratégie régionale inédite, susceptible de répondre efficacement et avec justice aux attentes des enfants des populations de réfugiés, afin que ceux-ci puissent avoir accès complet et non discriminé à une éducation de qualité et un cursus d'enseignement reconnu aussi bien sur le plan national que régional. Et pour plus de précisions concernant cette conférence, je vous propose de suivre un extrait de l'intervention du ministre de l'Éducation nationale. Mesdames et messieurs les experts, la conférence de Djibouti, dont vous avez l'honneur de préparer la table ronde ministérielle, se justifie par la volonté de notre pays, la République de Djibouti, de se concerter avec ses pairs de l'IGAD, d'une part, sur la problématique liée à la question de la scolarisation des enfants réfugiés vivant dans nos pays, et d'autre part, partager avec ces pays notre expérience récente et notre engagement par la prise en charge de la scolarisation de cette catégorie de la population. Fort de l'engagement du président de la République, lors du sommet mondial des réfugiés en juin 2016 à New York, dans la dynamique d'une loi djiboutienne du ministère djiboutien de l'Intérieur promulguée en janvier 2017 et stipulant entre autres sur la prise en charge exclusive de l'éducation des enfants des réfugiés, nous avons en effet ici à Djibouti mis en place toutes les dispositions nécessaires afin que les enfants sur notre sol puissent désormais bénéficier d'une éducation en normes qui soit de qualité et sanctionner des diplômes reconnus.
La première conférence régionale des médiateurs des États membres de l'IGAD s'est clôturée ce mardi au Djibouti Palace Kempinski. Cette première conférence a été organisée par le médiateur de la République en collaboration avec l'IGAD. Les États membres de l'IGAD ont mis en place des systèmes de dialogue et de médiation entre les pouvoirs publics et les populations. Compte tenu de la grande dimension, cette problématique de l'immigration clandestine et transfrontalière, le rôle du médiateur ne peut plus se limiter à la gestion de problèmes strictement nationaux, d'où le thème retenu pour cette première conférence régionale des médiateurs, la migration, protection et sécurité humaine. Les participants ont mis en place donc à l'issue de cette conférence une série de recommandations sur la manière d'élargir et d'améliorer le rôle de médiateur de l'IGAD en vue de trouver des solutions efficaces pour répondre aux défis qui se posent. La métropole turque Istanbul abritera demain, mercredi, un sommet extraordinaire de l'Organisation de la coopération islamique, l'OCI, en vue d'examiner les répercussions de la reconnaissance par les États-Unis d'Al-Quds ou Jérusalem comme capitale d'Israël ou d'y transférer sa mission diplomatique. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed prendra part à ce sommet en représentant le président de la République Ismaël Omar Guelleh. Le Conseil des ministres des Affaires étrangères des États membres de l'OCI tiendra également une session extraordinaire le matin du même jour pour convenir d'une action unifiée et coordonnée face à ces développements portant atteinte à la ville d'Al-Quds occupée et à son statut historique, juridique et politique. Rappelons que cette reconnaissance qui ne peut que déstabiliser complètement la région et constitue une grave escalade continue de provoquer des remous et des réactions hostiles dans le monde arabo-islamique eu égard à la sensibilité de la question et à la symbolique de la ville qui renferme le troisième lieu saint de l'islam, une onde de choc qui s'est propagée de par le monde. Cette décision, a affirmé donc l'OCI, ne menace pas seulement l'identité arabo-islamique d'Al-Quds, mais aussi son identité chrétienne, soulignant également le lien éternel des musulmans avec la mosquée bénie d'Al-Aqsa et la place centrale qu'occupe la cause d'Al-Quds chez la Oumma islamique. L'organisation pana-islamique a considéré donc cette décision comme une violation flagrante des droits et des résolutions internationales, de même qu'une rupture par rapport au consensus international autour du statut d'Al-Quds al-Sharif et aux exigences de la paix de manière générale, ce qui remet en question le rôle américain en tant que parrain du processus de paix. Sport, pour clore l'actualité nationale, le secrétaire général du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, Mohamed Ahmed Farah, a présidé une importante réunion de mise au point entre les responsables du secrétariat d'État et les responsables techniques de la Fédération djiboutienne de football. Le secrétaire général a d'emblée mis l'accent sur l'importance de cette réunion dans le cadre de la détection de jeunes talents au fort potentiel en football qui formeront l'ossature des prochaines sélections nationales. Et pour le secrétaire général, cette détection qui se veut cette année grandiose s'inscrit dans le cadre des objectifs du secrétariat d'État visant à rehausser le niveau du football national, discipline reine à Djibouti. Le directeur technique de la Fédération djiboutienne de football, Eid Mohamed, s'est félicité du bon travail accompli par le soin du secrétariat d'État à travers les CDC. Qui avait débuté au mois d'août et qui ça va compléter la détection que nous avons commencé le mois d'août, car nous avons maintenant une équipe de chaque catégorie, moins de 13, moins de 15, moins de 17. On va ajouter aux meilleurs joueurs que nous allons constater ici à ces détections. Comme ça, nous aurons une équipe, une sélection nationale qui représentera notre pays pour les futures compétitions de chaque catégorie. Actualité continentale à présent avec Ali au Mali. Un incendie donc a ravagé hier une partie du marché central de Bamako sans faire de victimes, mais en causant d'importants dégâts estimés à des centaines de milliers d'euros. Eh bien, les causes du sinistre n'étaient pas connues dans l'immédiat, mais la piste criminelle était envisagée, c'est ce qu'ont indiqué les autorités locales. Un membre de l'association malienne des commerçants détaillants a évalué à plusieurs centaines de millions de francs CFA, soit des centaines de milliers d'euros, les pertes causées par le sinistre. Le marché central de Bamako subit régulièrement des incendies. En 1993, il avait presque totalement brûlé. Il y a quelques mois, le gouvernement avait mobilisé donc avec des entreprises privées d'importants fonds pour la construction d'un nouveau marché.
Et le président russe Ali Vladimir Poutine s'est entretenu hier avec son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sisi du conflit israélo-palestinien lors d'une visite donc au Caire marquée par la signature d'un contrat pour construire la première centrale nucléaire égyptienne. Et ce, dans une déclaration à la presse retransmise à la télévision publique égyptienne, M. Poutine, le président russe, a appelé à une reprise des négociations israélo-palestiniennes, notamment sur Jérusalem, que Washington vient de reconnaître comme capitale d'Israël. La décision du président Donald Trump de reconnaître unilatéralement Jérusalem comme capitale d'Israël mercredi a été décriée par la communauté internationale, en particulier dans le monde arabe où elle a soulevé de nombreuses protestations. Parallèlement, le Caire et Moscou ont signé hier, donc vous l'avez dit, un contrat final pour la construction de la première centrale nucléaire égyptienne dans le nord du pays. Merci Ali pour toutes ces précisions. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente suite de programme.